Bienvenue sur Thémis Culture à notre émission Droit et philosophie. Aujourd'hui, nous allons commencer la présentation du livre Théorie pure du droit de Hans Kelsen. Nous avons prévu 3 émissions sur cet ouvrage. Pourquoi 3 émissions sur la présentation de la théorie pure du droit de Hans Kelsen? C'est parce que c'est un ouvrage de référence de la science juridique et qui a fait de Hans Kelsen sans doute le juriste le plus important du XXe siècle. Et je vous préviens déjà que pour les profanes, ceux qui ne sont pas spécialisés en sciences juridiques, ce n'est pas un livre très accessible. Nous allons faire notre maximum pour présenter les grandes lignes avec le maximum de clarté, mais je fais appel à votre patience parce que ça vaut la peine et pour notre culture juridique de prendre le temps quand même de comprendre les points clés de cet ouvrage magistral. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la norme juridique, ce que Kelsen pense de la norme juridique, en quelque sorte la norme juridique selon Hans Kelsen dans Théorie pure du droit. Alors, avant de parler de la norme juridique, Kelsen a commencé par faire un petit détour autour de ce qu'on appelle un fait. C'est quoi les faits? C'est quoi les faits? Donc, les faits, en quelque sorte, ce sont des événements. Tout simplement, ce sont des événements. Les faits en tant qu'événements ne sont pas objets d'une connaissance spécifiquement juridique. Ce sont les normes qui confèrent une signification juridique aux faits en question, de telle sorte qu'ils peuvent être interprétés d'après elles. Ces normes remplissent la fonction de schéma d'interprétation. Un jugement qui énonce qu'un acte de conduite humaine qui a été réalisé en un certain lieu et un certain temps est un acte de droit ou un acte contre le droit représente le résultat d'une interprétation d'un genre particulier, une interprétation normative. L'idée que tel acte constitue un événement naturel exprime elle aussi une interprétation, mais une interprétation qui n'est pas normative, mais d'un type différent, une interprétation causale. Les normes qui confèrent à un acte la signification d'acte de droit ou contre le droit sont elles-mêmes créées au moyen d'actes de droit. Et à leur tour, ces actes reçoivent leur signification juridique d'autres normes. La donnée essentielle est qu'il y a concordance du contenu d'un processus effectif avec le contenu d'une norme dont on admet qu'elle est valable. La connaissance juridique a pour objet les normes qui ont le caractère de normes juridiques et qui confèrent à certains faits le caractère d'actes de droit ou d'actes contre le droit. En effet, le droit qui forme l'objet de cette connaissance est un ordre ou règlement normatif de l'action humaine, c'est-à-dire un système de normes qui règle la conduite d'êtres humains. Le mot norme exprime l'idée que quelque chose doit être ou doit se produire. En particulier,
qu'un homme ou une femme doit se conduire d'une certaine façon. En ce sens, une norme est la signification d'un acte par lequel une conduite est ou prescrite ou permise et en particulier habilitée. Il faut distinguer cette norme de l'acte de volonté qui la pose. Elle est la signification spécifique de cet acte qui vise, en intention, la conduite d'autrui. Elle est cependant autre chose que cet acte. La norme est un devoir-être. Tu dois te comporter de telle manière. Alors que l'acte de volonté, dont elle est la signification, est un être. Par exemple, le fait par le Parlement de prendre une loi, c'est un être. Mais la conduite qui est exigée par cette loi, c'est un devoir-être. C'est pour ça que Kelsen explique que la norme est un devoir-être. Tu dois te comporter de telle manière, tu dois agir de telle manière. Alors que l'acte de volonté, donc la décision de l'autorité politique, dont elle est la signification, est un être. La validité objective d'une norme selon laquelle un homme doit se conduire conformément à la signification subjective de l'acte de volonté de notre homme concernant sa conduite ne résulte donc pas du fait positif, réel, qu'est cet acte de volonté. Elle ne peut résulter que d'une autre norme qu'on appellera norme fondamentale. Qu'est-ce qui donne la légitimité au législateur de voter des lois? C'est une norme fondamentale, dans le contexte haïtien par exemple. Et cette norme fondamentale, eh bien, c'est la Constitution. Donc, cet acte de volonté qu'est la loi, votée par le corps législatif, résulte d'une autre norme qui lui donne sa légitimité, qui est la norme fondamentale, à savoir la Constitution. Donc, je répète, comme ça permet de mieux comprendre le sens de la phrase, de Kelsen dit que la validité objective d'une norme selon laquelle un homme doit se conduire conformément à la signification subjective de l'acte de volonté de notre homme concernant sa conduite ne résulte donc pas du fait positif réel qu'est cet acte de volonté. Voilà. Par exemple, la loi, qui est l'acte de volonté qui interdit de faire telle chose. Et bien, qu'est-ce qui donne légitimité à la loi? D'où est-ce que ça résulte? Eh bien, elle ne peut résulter que d'une autre norme qu'on appellera norme fondamentale. Et c'est ce que nous appelons dans le cadre de la position de beaucoup de pays, la Constitution. Sans la Constitution, eh bien, tous les actes que pose le législateur sont illégitimes. C'est la Constitution qui donne légitimité à cette norme-là. Donc, la validité d'une norme est quelque chose de différent de son efficacité. Donc, la loi votée par le Parlement est valable. Mais est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'elle est efficace? Là, c'est une autre question. Mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas valable, le fait qu'elle n'est pas appliquée. Elle est valable parce que la loi, c'est la Constitution qui donne la compétence au législateur pour voter les lois. Donc, elle est valable en tant que telle parce que elle tire sa légitimité de la Constitution. Est-ce qu'elle a été appliquée? C'est une autre question. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. Elle est valable, mais pas nécessairement efficace. Donc, la validité d'une norme, je répète, est quelque chose de différent de son efficacité, c'est-à-dire du fait que la norme est effectivement appliquée et obéie ou suivie. Toutefois, il peut exister une certaine corrélation entre validité et efficacité. Une norme qui ne bénéficie pas d'un minimum d'efficacité n'est pas reconnue comme une norme juridique objectivement valable.
Un minimum d'efficacité est donc une condition de validité des normes juridiques. La relation d'une norme à l'espace et au temps constitue le domaine de validité spatiale et temporelle de cette norme. Une loi votée en Haïti est valable seulement en Haïti. Et dans certains cas, elle est valable pour un temps donné. C'est le cas, par exemple, des dispositions transitoires qu'il y a eu dans la Constitution du 29 mars 1987. Donc, ces dispositions transitoires avaient une validité temporelle limitée dans le temps. Mais les lois, de toute façon générale, et la Constitution ont une validité spatiale, donc dans l'espace, mais elles sont valables en Haïti ou en France ou en Angleterre, etc. C'est ce qu'on appelle le domaine de validité spatiale, l'espace, et temporel d'une norme dans le temps. Le domaine de validité des normes est un élément de leur contenu. D'une façon générale, les normes se rapportent à des comportements futurs. Les normes règlent des choses à venir, c'est pour l'avenir. Il est cependant possible qu'elles se rapportent également à des comportements passés. On dit en ce cas qu'elles ont un effet rétroactif. En droit pénal, par exemple, bon, Kelsen ne l'a pas dit, mais je l'ajoute pour aider à mieux comprendre. En droit pénal, par exemple, une loi qui est favorable au détenu a un effet rétroactif. Donc, quand la loi est favorable au condamné, eh bien, cette loi a un effet rétroactif. C'est un cas classique en droit pénal. Mais sinon, en général, en droit en général, les normes sont valables pour le futur, pour l'avenir. Mais exceptionnellement, c'est une exception parmi d'autres, les normes peuvent avoir un effet rétroactif en droit pénal notamment si ces normes sont à l'avantage du condamné, à titre d'exemple. Les normes n'ont pas seulement un domaine de validité spatiale ou temporelle, donc dans l'espace et dans le temps, elles ont encore un domaine de validité personnelle et un domaine de validité réelle ou matérielle. Il y a des normes qui concernent telle catégorie de la population. Par exemple, pour voter, il faut être majeur, donc ça concerne ceux qui ont 18 ans et plus. Si tu as moins de 18 ans, ça ne te concerne pas. Donc, c'est un domaine de validité personnelle. Validité réelle aussi, quel acte que cette norme te donne le droit de poser, de ne pas poser. T'interdit de faire ou ne pas faire. Donc, domaine de validité personnelle, donc la personne, réelle de manière matérielle. Dans toute conduite déterminée par une norme, on peut distinguer un élément personnel, l'homme ou la femme qui doit se conduire d'une certaine façon, et un élément matériel, la façon dont il ou elle doit se conduire. La notion de validité objective ou matérielle se rapporte aux différents secteurs de la conduite humaine que l'ordre juridique peut régler. Secteur économique, religieux, politique, etc. La réglementation de la conduite humaine par un ordre normatif a lieu soit d'une façon positive, soit d'une façon négative. La réglementation présente un caractère positif lorsqu'une norme commande à un homme ou une femme soit une action déterminée, soit l'abstention d'une certaine action, ou encore lorsqu'elle confère à un individu le pouvoir de provoquer, au moyen d'une certaine action, des conséquences définies par l'ordre normatif. La conduite humaine est réglée d'une façon négative par un ordre normatif lorsque telle action ou telle abstention
n'est ni défendue expressément par une de ces normes, ni positivement permise par une norme spéciale dérogatoire à une norme générale de prohibition. L'action ou l'abstention ne sont alors permises qu'en un sens purement négatif. En résumé, pour résumer la pensée de Kelsen, donc, la réglementation par un ordre normatif a lieu d'une façon positive. Quand on dit positivement, vous êtes autorisé à faire ou ne pas faire ceci. Donc, vous êtes, vous n'êtes pas autorisé à brûler un feu rouge si vous êtes conducteur. Si vous êtes piéton, vous êtes autorisé à traverser quand il y a un feu vert pour le piéton. Donc, que ce soit pour, donc, dès que la norme donne une directive, que ce soit positive ou négative, alors on dit que la réglementation de la conduite se fait d'une façon positive. Attention, quand on dit se fait de façon positive, ça dit la norme prescrit ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Conducteur de véhicule, feu vert, tu peux avancer. Feu rouge, tu t'arrêtes. Donc, c'est une réglementation positive qui dit ce qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Mais la réglementation est négative quand la réglementation n'autorise pas et n'interdit pas non plus. À ce moment-là, la réglementation règle quand même la conduite humaine d'une manière négative. C'est dans ce sens qu'on dit, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permise. Donc, quand il y a silence de la loi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. La réglementation organise la conduite humaine de façon négative par son silence. Donc, tout ce qui n'est pas interdit par la loi donc, est permis. Donc, c'est une réglementation de façon négative. Donc, la norme considérée comme objectivement valable joue le rôle d'étalon de valeur pour les conduites effectives, les jugements de valeur. Dans une société, il y a des valeurs. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Eh bien, les normes, justement, consacrent ça et les normes, c'est ce qu'on appelle un étalon, ce qui permet de mesurer. Et donc, ça a rapport aussi à les jugements de valeur. D'ailleurs, les normes, normalement, reflètent les jugements de valeur d'une société pour essayer d'expliciter l'idée de Kelsen. Donc, c'est en ce sens que Kelsen dit que la norme valable joue le rôle d'étalon de valeur pour les conduites effectives, ce que les sociologues appellent les jugements de valeur. Ces jugements doivent être distingués des jugements de réalité qui énoncent, eux, que quelque chose est et ce qu'il est. Donc, les jugements de réalité, c'est là, quand on est dans le domaine des sciences naturelles, expérimentales, par exemple, c'est pas des jugements de valeur. Donc, on sait ce qu'est un atome, on sait ce que c'est des molécules, c'est pas des jugements de valeur, c'est des jugements de réalité. Donc, les jugements de valeur, ce sont des jugements dont les normes sont l'étalon et c'est de dire, voilà ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc, quand on est dans les normes, on est dans l'ordre de jugement de valeur, qui est contraire des jugements de réalité. Là, on est dans la science expérimentale ou naturelle. Et un même fait peut, et sur un même fait, on peut à la fois émettre un jugement de réalité, tel fait, c'est telle chose, mais en même temps, s'il y a des normes qui réglementent ce fait-là, ce fait devient un étalon pour donner à ces faits un jugement de valeur. De ce qui vient d'être dit, il résulte qu'on peut caractériser l'ordre juridique comme un ordre de contrainte. Toutes celles de ces normes qui n'instituent pas elles-mêmes un acte de contrainte et qui par suite n'ordonnent pas la création de normes, mais simplement y habilitent ou qui permettent positivement, sont des normes non indépendantes, puisqu'elles ne valent qu'en liaison
avec d'autres normes qui instituent un acte de contrainte. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les normes qui confèrent une signification juridique aux faits, de telle sorte que ces faits peuvent être interprétés d'après ces normes. Ces normes remplissent donc la fonction de schéma d'interprétation et que l'ordre juridique, c'est un ordre de contrainte parce que c'est un ordre normatif. Merci de votre attention. Donc, la prochaine fois, donc, ce sera le deuxième dimanche du mois prochain. Ce sera le mois d'avril, deuxième dimanche du mois d'avril. Nous allons nous allons continuer avec la deuxième présentation de la théorie pure du droit de Hans Kelsen. D'ici là, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et je vous rappelle que Témis Culture est aussi présent sur Facebook. Vous pouvez aller sur Facebook et écrire Témis Culture et n'hésitez pas à nous retrouver sur Témis Culture sur Facebook. À bientôt pour une prochaine émission et pour la deuxième émission sur la théorie pure du droit de Hans Kelsen.